Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Express Orient. Au programme cette semaine, un témoignage poignant, celui de deux enfants yézidis. Ils racontent comment les djihadistes ont tenté de faire d'eux des enfants soldats. Le dossier nucléaire iranien, nous avons donné la parole à l'ancien ambassadeur de France à Téhéran. Il nous livre son analyse. Enfin, nous aborderons la question du viol en Jordanie. Une loi tribale encore en vigueur oblige la victime à épouser son violeur. Là aussi, nous vous livrerons un témoignage émouvant. Ils ont 12 et 14 ans. Ils sont de confession yézidi, une religion monothéiste considérée comme hérétique par le groupe État islamique. Habib et Faraj ont pu s'enfuir des geôles des djihadistes. Ils témoignent de leur quotidien, apprentissage du Coran obligatoire et surtout entraînement militaire pour devenir des enfants soldats. Notre correspondant en Irak les a rencontrés. Les deux petits cousins, Habib et Faraj, reviennent de loin. Ils ont réussi à fuir le groupe État islamique qui les avait capturés avec leur famille. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Tu les reconnais? Oui, lui c'est Rareb, c'est le fils d'Hussein Kalo. J'allais à l'école avec lui. Et lui c'est Majal, le fils de Khalil Semi. Leurs anciens camarades sont devenus des enfants soldats au service des djihadistes. Ils sont même utilisés à des fins de propagande. Et voici la génération qui, avec l'aide de Dieu, conquérera Rome. Voici la génération qui sera la fondation de l'État islamique. Les deux garçons sont yazidis, une communauté qui pratique une ancienne religion monothéiste antérieure à l'islam. Ils ont été capturés quand les djihadistes ont attaqué leur village du nord de l'Irak en août dernier. Faraj d'abord, puis Habib 2 jours plus tard, ils ont réussi à fuir la nuit avec leur mère et d'autres membres de leur famille. Des contrebandiers les ont ensuite conduits à Dohuk, au Kurdistan irakien. Jugé trop chétif, Faraj, 12 ans, a échappé à l'entraînement militaire, mais il a dû suivre une formation théologique. Ils ont mis tous les garçons dans une pièce et nous ont forcés à lire et à apprendre le Coran par cœur. Ils m'ont battu plusieurs fois parce que je n'y arrivais pas. Habib a 14 ans. Lui n'a pas échappé à l'entraînement militaire, mais il n'a pas convaincu ses geôliers. Ils nous ont donné des armes, des kalachnikovs et des grenades. J'ai suivi la formation pendant plusieurs jours. On devait tirer sur des cibles. Mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler et je n'arrivais pas à atteindre les cibles. Alors ils m'ont dit que je n'étais pas fait pour ça. Aux mains des djihadistes, les jeunes garçons sont formés pour devenir les ennemis de leur communauté d'origine. Les hommes sont exécutés, parfois torturés. Quant aux femmes et aux jeunes filles, elles sont réduites en esclavage. La bataille pour la reprise de la ville de Tikrit est engagée. L'armée irakienne, appuyée par des milices chiites, a lancé une offensive cette semaine. 27 000 soldats soutenus par l'aviation irakienne vont tenter de déloger le groupe État islamique de cette ville symbole de l'ancien régime. Tikrit est le fief du dictateur déchu, Saddam Hussein. On en vient au dossier nucléaire iranien. Les 5+1 et l'Iran doivent tenter de trouver un accord avant la fin du mois. Ils sont à Montreux pour un round décisif. C'est sans doute la dernière ligne droite pour ces négociations. Christophe Dansette et Georges Yazbek ont rencontré l'ancien ambassadeur de France en Iran. Il nous livre son analyse. Ce qui est en jeu dans cette négociation, très simplement, c'est l'assurance pour que l'Iran ne va pas se lancer dans la construction d'une arme atomique, d'un arsenal nucléaire. Mais la difficulté, c'est que pour accéder à l'arme atomique, ce sont les mêmes technologies que pour le nucléaire civil. On fabrique dans le nucléaire civil de l'uranium enrichi, on fabrique du plutonium, et ce sont les métaux qui sont utilisés pour fabriquer une arme nucléaire. Les Américains ont donné un peu les grandes lignes de ce qu'ils attendaient de l'Iran. Pour l'essentiel, c'est des contrôles renforcés sur ces fameuses technologies duales qui peuvent être utilisées tant à des fins civiles que militaires. C'est une limitation des capacités de production, en particulier d'uranium enrichi, parce que ça, c'est vraiment un point extrêmement sensible. Et
En échange de ces gestes, les États-Unis et les Européens aussi lèveraient progressivement les sanctions qu'ils ont infligées à l'Iran au cours des dernières années. Les Iraniens ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas démanteler finalement ce à quoi ils étaient déjà arrivés. Ils ne veulent pas reculer. Il y a un deuxième point qui est très important pour les Iraniens, c'est qu'ils disent en somme, nous sommes prêts à faire des efforts, à accepter des contrôles immédiatement, et vous nous dites que vous allez lever les sanctions très progressivement. Non, nous voulons un parallélisme entre les deux, nous faisons des efforts et vous levez les sanctions très rapidement. C'est la seule façon dont nous pouvons retourner devant notre opinion pour justifier un tel accord devant notre opinion. Les semaines qui vont suivre sont cruciales parce que les négociateurs se sont fixés à eux-mêmes des dates limites. Et comme la négociation a déjà été reportée à plusieurs reprises parce qu'on n'arrivait pas à déboucher, cette fois-là, il semble bien que ce soit la dernière date limite. Direction la Jordanie, où une loi inspirée des coutumes tribales permet aux violeurs d'échapper à la prison. On l'appelle la loi 308, une loi qui oblige la victime à épouser son violeur. Elle était appliquée au Maroc et en Irak, où elle a été abrogée, mais dans le royaume hachémite, une bonne partie de la population y est favorable. Reportage à Amman de Julien Fouché et Sylvain Lepetit. Dans ce parc, à Amman, une Jordanienne de 31 ans a accepté de nous rencontrer. Elle préfère rester anonyme. Sa vie s'est arrêtée il y a 5 ans quand son employeur l'a droguée avant de la violer. Quand je me suis réveillée, il était 7 h du soir et je me demandais ce qu'il s'était passé. Lui, il m'a dit que c'était grave mais qu'il allait tout arranger. Il a apporté une feuille de papier et il a écrit un contrat de mariage. Son violeur a utilisé l'article 308 du code pénal jordanien. Il permet aux auteurs d'agressions sexuelles d'échapper à une peine de 15 ans de prison en se mariant à leur victime. Devenue l'épouse de son bourreau, cette femme va connaître un enfer à huis clos. Il m'a encore violée à plusieurs reprises et la loi ne l'a même pas puni. Il n'est pas en prison, les autorités l'ont juste interpellé pour qu'il se marie. Au bout de 4 mois, son agresseur la répudie, il ne sera jamais condamné. Chaque année, seules 300 femmes osent porter plainte pour viol en Jordanie. Et beaucoup vont voir cette avocate pénaliste. Mais avec l'article 308, la plupart des procédures et des peines prononcées ne vont jamais jusqu'à leur terme. Pendant l'enquête, ou même une fois qu'il a été envoyé en prison, il tire avantage de cette loi. La famille du violeur rencontre celle de la victime et propose un règlement amiable qui sauve l'honneur et respecte les traditions. La plupart des victimes acceptent et vont au tribunal islamique pour signer le contrat. Celles qui tombent enceintes de leur agresseur doivent se marier si elles veulent garder l'enfant. L'avocate nous emmène chez l'une de ses clientes. Cette jeune femme de 25 ans a eu un garçon après avoir été violée par 2 inconnus. Son bébé lui a été retiré dès la naissance. Elle ne l'a jamais revu. Si je voulais garder mon enfant, j'étais obligée de me marier. Mais moi, j'ai pas pu le faire parce qu'il m'a été impossible d'identifier mes violeurs. Et donc, j'ai dû abandonner mon enfant. Et pourquoi il n'existe pas de loi qui autorise la victime à garder son bébé sans se marier avec son violeur ? Il n'y a pas de loi, il y a juste des traditions, une culture. Ici, c'est impossible pour une femme qui n'est pas mariée de vivre seule avec ses enfants. Des femmes que la société considère comme coupables et déshonorées à moins qu'elles ne se plient à une loi soutenue par la majorité des Jordaniens. Je vous emmène à présent à Palmyre, en Syrie, littéralement la ville des palmiers. Cette oasis au milieu du désert syrien est le symbole des dommages irréversibles causés par la guerre sur les sites archéologiques du pays. Selon l'ONU, près de 300 sites d'une valeur inestimable pour l'humanité ont été détruits, endommagés ou pillés. Reportage de nos confrères de France 2. Longtemps, les touristes du monde entier se sont pressés par milliers jusqu'ici. Mais les portes du désert syrien se franchissent désormais sous escorte militaire. Au bout de la route, des palmiers et une oasis, l'antique cité de Palmyre se dessine. Voici donc l'invraisemblable théâtre que l'armée et les rebelles ont choisi pour se battre, il y a de cela quelques mois. Vous voyez ici, il y a eu des dégâts. Certaines colonnes ont été abîmées à cause de tirs de roquettes.
Là, un obus a frappé cette colonne. Du coup, elle s'est brisée en plusieurs morceaux qui sont retombés sur le sol. Et que dire du spectaculaire fronton du temple de Bel, le Parthénon du Proche-Orient, frappé de plein fouet par des tirs de mortier? Le directeur du site n'en a pas cru ses yeux quand il a été autorisé à revenir ici pour la première fois. J'ai éclaté en sanglots et je me suis effondré, car ce patrimoine n'est pas à moi, ni à Palmyre, ni même à la Syrie. C'est un patrimoine qui appartient au monde entier. Et nous avons pour mission de protéger ce qu'on nous a donné. Les dégâts les plus importants n'ont pourtant pas été commis par les armes, mais par les pillages. Certains ont profité de la guerre pour venir se servir. En bon fonctionnaire du régime, le directeur préfère blâmer les rebelles, qu'on voit ici, dit-il, déterrer à coups de pioche un buste précieux. Mais selon l'ONU, l'armée, elle aussi, a commis des dégradations en construisant notamment une nouvelle route au milieu du site pour faire passer ses chars. Le directeur essaie de remettre la main sur les trésors disparus. Toutes les pièces que vous voyez ici, par terre, ont toutes été récupérées après avoir été volées il y a quelques mois. Ce bas-relief a par exemple été retrouvé dans le sous-sol d'une maison. Il était en partance pour l'étranger où ces chefs-d'œuvre s'écoulent parfois pour des millions d'euros. Et puis en Irak, le musée national irakien a officiellement rouvert ses portes au public à Bagdad. Une réouverture volontairement et symboliquement accélérée quelques jours après la destruction de sculptures antiques par les djihadistes du groupe État islamique à Mossoul. Pillée en 2003 et fermée au public depuis, cette réouverture intervient après 12 ans d'efforts durant lesquels près d'un tiers des 15 000 pièces volées ont été récupérées. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Express Orient. L'information continue sur France 24.